Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, assisté par notre ami Bernard de Fabrègue, de recevoir aujourd'hui Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora la Bourse, et analyste anticonformiste de l'économie, qui est tout à fait renommé. Et je salue donc Philippe Béchade. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour, merci d'accueillir. Et Philippe Béchade, vous êtes donc président des Éconoclastes. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, pourrait-on définir brièvement la nature de cette association d'économistes distingués? Justement, on n'est pas réellement des économistes, puisqu'en fait, sur les 9 qui ont constitué l'association au départ, 6 étaient des chefs d'entreprise. Enfin, étaient et sont toujours des chefs d'entreprise. Donc en fait, on est économiste dans la mesure où on a maintenant chacun entre 20 et 25 ans d'expérience, aussi bien à la tête d'entreprise que sur les marchés financiers, puisqu'on s'est surtout rencontrés au travers de nos interventions sur BFM. Et en croisant nos visions un petit peu décalées du marché et de l'économie, on s'est dit que on avait peut-être une petite mission, soyons modestes, celle de ne pas répéter, on va dire, la pensée unique qu'on entend à longueur de temps sur les antennes, et essayer de dire, voilà, quelle est la réalité concrète que rencontre le chef d'entreprise, que peut rencontrer l'épargnant ou celui qui envisage son épargne sur du moyen long terme, et auquel on tient un discours qui est totalement irréaliste. Pour résumer, en fait, on est là pour essayer de balayer un petit peu le déni systématique des réalités économiques que l'on constate. Parce que comme nous ne sommes pas des universitaires, nous ne sommes pas des purs esprits, on est vraiment, on va dire, les pieds ancrés dans le terroir économique, et donc il est évident que ce que l'on constate à notre échelle n'a rien à voir avec la théorie, les délires que nous font certains, même banquiers internationaux, qui aujourd'hui se vantent de mettre sur pied des politiques monétaires expérimentales, et dont on découvre qu'ils ne maîtrisent absolument ni les tenants ni les aboutissants. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler un économiquement correct, une pensée économiquement correcte, qui est une espèce de doxa qui envahit tous les grands canaux d'information, et qui se réjouit notamment de l'expansion des bourses d'actions au fil des dernières années, en estimant que c'est un signe de bonne santé économique, alors que non, c'est pas un signe de bonne santé économique. C'est en fait le résultat d'une création monétaire débridée qui gonfle des bulles spéculatives. C'est exactement ça. Ça gonfle des bulles spéculatives, et en fait, plus ces bulles se multiplient et s'amplifient, plus cela s'exerce au détriment de l'économie réelle. Puisqu'en fait, cet argent, d'où vient-il? Des banques centrales. À qui est-il offert en premier lieu? Aux spécialistes des valeurs du Trésor. C'est un statut bien particulier. Aux États-Unis, il y a une vingtaine de sièges qui ont ce statut. Donc, les entités qui reçoivent les liquidités directement des mains des banques centrales, à leur tour, le répartissent auprès d'autres banques commerciales, banques d'affaires, etc. Et en fait, cet argent, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet Cantillon. On le sait, l'argent reste souvent dans la poche de ceux qui sont les plus proches de l'institut d'émission, et il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de capillarité réelle dans l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent va est récupéré par les spécialistes des valeurs du Trésor, réparti ensuite entre des institutions financières qui, ensuite, comme ce sont des entités commerciales, elles sont là pour faire de l'argent. Donc comment fait-on de l'argent? Pas en prêtant des sommes sur 15, 20 ans à des gens qui ont des projets long terme, dans une économie incertaine et avec des retours sur investissement que personne ne peut garantir.
Aujourd'hui, on est sûr de faire de l'argent en faisant des achetés-vendus à la vitesse de la lumière sur tous les actifs obligataires, actions et dérivés. Alors obligataire, c'est assez surprenant puisque c'était autrefois, on va dire, un domaine qui était bien tranquille. Et aujourd'hui, sur les valeurs du trésor, on peut faire de la spéculation à très haute fréquence, gagner quelques dixièmes de pourcent par-ci, quelques dixièmes de pourcent par-là, répéter plusieurs milliers de fois par minute, plusieurs centaines de milliers de fois par jour. Vous accumulez comme ça des gains quasi certains. Et sans prendre aucun risque sur l'avenir, la seule chose que vous faites, c'est que vous surfez sur une tendance qui est une tendance à l'expansion des multiples ou à l'expansion de la valorisation des dettes, de la valeur des dettes, tout simplement parce qu'il y a plus d'argent. Donc il y a plus de demandes pour tous ces actifs immatériels et ils montent. Mais comme ces opérateurs ne veulent même pas prendre le risque de se placer à moyen long terme, leur activité au jour le jour consiste à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre et accumuler les gains au fil de l'eau. Et cette course frénétique à l'achat-revente est encore plus instantanée maintenant grâce à l'informatique en fait. Écoutez, l'informatique a commencé il y a fort longtemps. On a déjà vu dès 1987 que les ordinateurs pouvaient aller plus vite que la bourse. Il y a un nouveau saut technologique qui s'est fait en 1996 avec, on va dire, la généralisation des paniers de valeurs composant les indices boursiers et des paniers de dettes composants et ce qu'on appelle des notionnels, c'est-à-dire en fait des paniers de dettes d'État en général. Et puis 2006, nouveau saut de technologie, et là on rentre de plein pied dans le très très haute fréquence avec la fibre optique et avec des gens qui vont plugger leurs ordinateurs directement sur la grosse machine dans laquelle s'effectuent les transactions électroniques. C'est-à-dire que on va dans la banlieue de Londres et toutes les banques ont là une petite succursale qui est en fait un local technique en quelque sorte, et où on branche un câble, une fibre, oui, directement sur les ordinateurs, de façon à avoir un temps d'exécution des ordres qui soit le plus proche possible du zéro absolu. C'est-à-dire que on essaie d'être dans le millionième de seconde de temps de réaction. Ce qui peut présenter un assez gros danger finalement, parce que lorsqu'il y a un mouvement de panique sur un marché boursier, il peut être aussi accéléré. Ces effets peuvent être accélérés justement par la fibre optique en fait. Disons que les ordres déferlent à la vitesse de la lumière, oui, et c'est vrai que ceux qui sont proches des ordinateurs qui traitent les ordres sont avantagés par rapport à ceux qui vont transmettre leurs ordres, je sais pas, depuis Francfort ou depuis Milan, depuis d'autres zones en Europe. Ceux-là seront les premiers, par exemple, si vous parlez de panique boursière, ceux-là seront les premiers à vendre, tout simplement parce que leurs ordres seront arrivés 7-8 millionièmes de seconde plus tôt que d'autres ordres qui ne seront pas exécutés. Ça se joue à des millionièmes de seconde. Ah oui, absolument, ouais. Et puis il y a des ingénieurs qui réfléchissent, qui essaient de trouver comment on pourrait encore aller plus vite que des impulsions dans la fibre optique. Et en fait, quand on a 1 millionième ou 2 ou 3 millionièmes de seconde d'avance sur les autres, on peut faire on peut en tirer un avantage financier considérable dans certaines situations, dans certaines. Quand on est dans une situation de fast market, c'est-à-dire de marché où tout s'accélère d'un seul coup, il est évident que l'offre ou la demande sont réduites, les carnets d'ordre s'évaporent littéralement. Donc le premier qui peut servir une demande quand il souhaite sortir du marché, une fois que cette demande est servie, il n'y a plus rien derrière. C'est ça. Donc tous les autres se retrouvent, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Sinon ensuite vendre à des prix complètement idiots. Mais quand vous voyez par exemple un cours décalé de $20 à $1, ça peut prendre moins d'une minute. Eh oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que n'importe qui dirait mais ça sert plus à rien de vendre en dessous de $17.
où nos analystes pensent qu'à $17, c'est déjà bradé. Mais l'ordinateur, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on a cassé des supports, et lui, il va essayer de servir la première demande qui est devant lui. Et alors, quand on dit casser des supports, donc, ça veut dire que l'ordinateur est programmé pour déclencher des ordres de vente ou d'achat en fonction de tel et tel niveau atteint. Absolument. Alors, quelque chose qui va être très très facile à comprendre pour nos auditeurs. Vous êtes un gestionnaire, vous achetez, on va dire, du papier le 1er janvier. Par exemple, à Paris... Alors, quand vous dites acheter du papier, c'est d'acheter des titres. Alors, aujourd'hui, on peut acheter aussi bien des actions que des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions. Un ETF, c'est en quelque sorte une sorte de synthèse d'un indice. Alors après ça, on peut spécialiser. Les ETF peuvent être ETF consacrés aux valeurs bancaires. Donc quand on appuie sur le bouton, on achète toutes les valeurs bancaires et financières. On appuie sur un autre bouton et là, on va acheter toutes les valeurs automobiles et équipementiers automobiles. Un troisième ETF va vous permettre d'acheter en même temps toutes les valeurs énergie, parapétrolières, pétrolières, etc. Et on peut composer des ETF absolument comme on veut. L'avantage, là aussi, dans un contexte où on cherche toujours plus de vitesse, c'est de se dire, là, je vais pouvoir immédiatement être plus sélectif et vendre d'abord le secteur le plus volatile, et puis ensuite vendre le secteur qui me paraît le plus risqué, et puis conserver l'ETF qui, au contraire, parce qu'il contient des pharmaceutiques ou des valeurs liées à l'alimentaire, qui paraissent moins risquées. Donc, quand on appuie sur un bouton pour vendre tout un indice, ce qu'on appelle le contrat sur indice, là on vend tout finalement, on n'est pas discriminant. Grâce aux ETF, on devient discriminant, on peut sélectionner, et on est en plus de ça beaucoup plus rapide. Donc cette rapidité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et on peut se demander justement si ne guette pas une nouvelle crise boursière. Les mauvaises nouvelles cette année 2015 sont venues principalement de Chine, avec le dégonflement de la bulle immobilière chinoise en début de l'année, et la crise boursière à Shanghai cet été, où il y avait eu une chute de quasiment 30% de la bourse de Shanghai en très peu de temps. Oui, ils ont même atteint les moins 38. Hein, c'est ça. Voilà, par rapport au sommet, et Shenzhen a fait moins 45. Ouais. C'est assez vertigineux. Hein. C'est aussi vertigineux que la hausse qui avait précédé, hein, puisqu'on était parti de 2000, on est monté à 5100 de mémoire, à une vitesse qui n'a d'équivalent que le gonflement de la bulle des dot-com novembre 98 à mars 2000. Ça s'est fait aussi vite et aussi fort, voire même encore plus fort. Et là, il y avait de la part des Chinois une sorte de message politique, c'est-à-dire qu'à un moment, la Chine a voulu montrer qu'en plus d'être la première industrie du monde, le premier commerce extérieur du monde, qu'il pouvait aussi jouer dans la cour des grands et rivaliser en termes d'activité avec Londres, New York et Tokyo. Ils ont dépassé Tokyo. En volume. En volume d'échange, quand l'indice SSE à Shanghai a atteint les 5000. Et pendant quelques jours, il y a eu ces séances extraordinaires où les journaux chinois titraient, ça y est, les volumes à Shanghai et Shenzhen, faut quand même réunir les deux. Oui, parce qu'il y a deux principales bourses en Chine, c'est Shanghai et Shenzhen. Shenzhen est plus industriel, Shanghai représente un peu mieux une économie équilibrée entre l'industrie et le tertiaire. Donc la presse chinoise a pu dire pendant quelques jours, ça y est, nous avons atteint les volumes d'affaires qu'on observe sur le Nasdaq ou à Londres. Et ça, c'était quelque part pour aussi faire pression sur le FMI, une façon de leur dire, regardez, comment pouvez-vous ne pas inclure le yuan dans les monnaies de réserve mondiale quand notre bourse est la deuxième ou la troisième plus active sur Terre. Comment voulez-vous que les gens viennent investir sur ces marchés si vous ne rendez pas, si vous ne donnez pas au yuan ce statut de monnaie de réserve? Bon. Et de monnaie de réserve concurremment au dollar, donc. Absolument, c'est tout à fait exact. C'est concurrencer le dollar, priver le dollar finalement de ce statut monopolistique qu'il a acquis depuis 1971 puis 1973, et qui fait que les États-Unis peuvent s'endetter indéfiniment puisque leur dette
est émise en dollars et que tous les pays qui commercent, qui vendent du pétrole, qui vendent des matières premières, sont obligés d'avoir du dollar pour commercer. Donc en fait, quand on dit dollar, ça on devrait dire systématiquement dollar dette. Donc cette émission permanente de dette, on est sûr qu'elle est achetée par tous les pays qui commercent. Alors que un pays qui n'a pas de monnaie de réserve, il est obligé de faire avec ses propres moyens, et on ne lui prête qu'à hauteur de ce que l'on pense qu'il est capable de rembourser. Aux États-Unis, on ne leur demande jamais de rembourser quoi que ce soit, naturellement. Alors la Chine a connu un éclatement de sa bulle immobilière puis de sa bulle boursière, mais l'économie réelle chinoise elle-même décélère fortement. Disons, la croissance du produit intérieur brut chinois décélère beaucoup. Il y a les iconoclastes dont vous êtes depuis longtemps ont dit cela, que les statistiques chinoises de croissance du produit intérieur brut étaient de la fantaisie. Vous étiez à peu près les seuls, je crois, à le dire en France pendant longtemps. Je vois que la Natixi maintenant vous a emboîté le pas depuis quelques mois. Jean Artus Patrick Artus, qui est Patrick, oui. Et vous le connaissez bien, avait attiré l'attention sur ce gonflement des statistiques chinoises. Et dans le Valeurs actuelles du 8 octobre, il est fait état de la dernière étude de Natixi, qui dit que la croissance en 2015 devrait être pour la Chine de 2,3%, et non pas les 7% que Pékin claironne à longueur de journée. Et cela au vu des indicateurs liés étroitement à la croissance, importation, consommation d'électricité, de ciment, d'acier, fret, routier, ferroviaire, maritime, etc. Donc, il y a un écart entre les chiffres de consommation énergétique et autres et les chiffres de croissance annoncés par Pékin. Donc, ça veut dire que la locomotive du monde qui était la Chine aux yeux de l'économiquement correct, si je peux dire, est en train de caler actuellement. Elle cale, elle ralentit. On a cette prise de conscience, mais comme vous l'avez souligné, on sait depuis déjà les Jeux Olympiques. En fait, les Jeux Olympiques de 2012, on sait que le pic de la croissance a été atteint un petit peu avant, parce qu'on a construit des lignes de TGV, un 6e périphérique autour de Pékin, parce qu'on avait les infrastructures pour les JO, on a un peu nettoyé la Chine aussi. Donc il y a eu beaucoup d'investissements, donc une poussée économique liée aux Jeux Olympiques et qui s'est ensuite ralentie. Mais il faut se souvenir que cette poussée économique n'était déjà plus, on va dire, auto-entretenu, c'est-à-dire qu'il a fallu des Jeux Olympiques pour qu'effectivement on dise il faut construire des routes, des voies ferrées, des stades, etc. Mais c'était déjà artificiel. Et depuis 2009, la Banque centrale de Chine a été la plus active en termes d'injection monétaire. On parle toujours de la Fed qui a injecté... La Banque centrale américaine. Voilà, la Banque centrale américaine qui a d'abord injecté 1000 milliards, puis 1500 milliards, puis 3000 milliards, et qui a porté son bilan à 4500 milliards. Ça fait beaucoup de milliards. Sauf que par rapport à la taille de l'économie, la Chine a été beaucoup plus loin en utilisant beaucoup plus de canaux. Alors la Fed, c'était visible. La Fed rachetait les créances immobilières pourries, des créances dites corporelles, c'est-à-dire les dettes d'entreprises dont on ne voulait plus, et on voyait bien la Fed tirer les ficelles par ce canal qui est l'injection monétaire. La Chine, elle y a été, mais par tous les moyens possibles. Injection monétaire, laisser-faire complet en ce qui concerne le shadow banking. C'est-à-dire la banque fantôme. C'est-à-dire en fait des banques qui n'appliquent pas les règles habituelles des banques officielles en matière de ratio de réserve, etc. Ça va même beaucoup plus loin. Certaines banques ont des filiales qui font effectivement du shadow banking. Ça consiste à quoi? À faire des prêts à haut rendement, risqués naturellement. Puisque le couple rendement-risque, c'est quand même quelque chose que la Fed ou la BCE vont essayer d'abolir. Mais en Chine, on obtient encore de l'argent à condition de payer des intérêts élevés. Auprès de qui?
d'épargnants fortunés en Chine qui veulent du rendement. Donc on va dire c'est plus ou moins quand même l'oligarchie, les gens qui sont proches ou qui travaillent, on va dire, avec le régime et qui en bénéficient. Donc ceux-là ont beaucoup d'argent à placer et ils veulent pas en retirer 1,5 ou 2% maintenant comme en Europe. Ils veulent gagner 8, 9, 10, 13%. Donc ils sont prêts à avancer de l'argent à des entreprises en difficulté, de plus en plus en difficulté. Alors les banques chinoises n'ont pas le droit de le faire, mais par contre, leurs filiales, elles, peuvent très très bien, à partir du moment où c'est l'argent de ces épargnants fortunés, avancer de l'argent à des entreprises qui sont au bord de la faillite, mais qui vont se saigner pour offrir ce rendement. Mais vous allez voir que là où les choses vont encore plus loin, c'est que c'est pas seulement ce dédoublement du crédit bancaire qui crée le shadow banking. Vous vous apercevez qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises dont l'activité industrielle aujourd'hui est en panne, où on voit qu'elle se ralentit. Et ceux-là se disent, mais moi si j'ai une activité industrielle qui va me rapporter 1,5, 2,5% de croissance, comme pense Patrick Artus, si vraiment on disait que l'entreprise chinoise a une espérance de 2,5% de croissance en 2015, mais les prêts à 8, 10, 12, 13%, mais c'est beaucoup plus rentable. Oui. Donc il y a des entreprises industrielles qui, on va dire, cessent presque d'exercer leur activité pour prêter de l'argent. Et eux, ils vont emprunter de l'argent auprès de l'État à pas cher pour le reprêter très cher à d'autres entreprises. Et beaucoup, comme garantie, comme collatéral, apporter du cuivre ou des métaux, mais surtout du cuivre. Donc il y a des entreprises industrielles qui se sont transformées en banques spéculatives et qui prêtent de l'argent à d'autres entreprises en difficulté et dont l'activité de base n'est plus qu'une source marginale de leur profit, de leurs revenus. C'est une sorte de pyramide de Ponzi qui va s'écrouler, ça. Elle est en train de s'écrouler. Elle est en train. Parce qu'il y a eu la bulle immobilière qui a crevé, ensuite la bulle boursière, et maintenant ça va être la bulle bancaire, probablement, à un moment donné. On est en train de découvrir que les entreprises chinoises ne peuvent pas survivre. Ne peuvent pas survivre aujourd'hui en l'état actuel. Et ce matin même, on apprend que certains grands groupes qui exploitent le charbon en Chine sont obligés de baisser leurs tarifs, donc de s'enfoncer encore plus dans le rouge, puisque leur coût de production excède nettement le prix auquel ils vendent le charbon. Tout ça pour espérer rester sur le marché, tandis que d'autres concurrents vont mettre la clé sous la porte. Il y a 75% des producteurs de charbon en Chine qui sont dans le rouge. Ah oui. Cher Bernard, nous allons rappeler les références de notre émission, lire les courriers des lecteurs qui déjà s'amoncellent. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, dont le thème aujourd'hui est menace sur l'économie mondiale. Son invité d'aujourd'hui est Monsieur Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora la Bourse. Et j'ai une question d'un auditeur qui est exactement sur le thème que vous êtes en train de traiter. C'est pourquoi je me suis permis de vous le signaler. Cet auditeur vous dit la chose suivante. Point 1. Imaginons que la fuite en avant des quantitative easing pratiquées par les banques centrales de façon exponentielle se poursuivent pendant encore quelques années en multipliant leur bilan déficitaire actuel par un facteur exponentiel. Quels sont alors les scénarios possibles de la fin de la partie? Et le point 2, est-il imaginable de remplacer le dollar? Alors, je précise à Radio Courtoisie, où nous sommes des adorateurs du français, pour quantitative easing, oui. Nous disons... J'ai lu ce qu'il avait écrit, oui. Voilà. Et planche à billets. Oui, la planche à billets. Oui. Et nous essayons, alors, en parlant d'économie, de mettre des mots français quand c'est possible, mais je reconnais que ça vient pas toujours à l'esprit, effectivement. Alors, oui, donc, quels sont les scénarios possibles de la fin de la partie? Je crois que c'est l'essentiel de sa question. Les éconoclastes moulinent justement sur cette question.
Je le fais également pour Philippe Bélechat de l'édition Agora, la bourse au quotidien. Donc chaque jour, je fais aussi mon best-of des nouvelles qui ont, à mon avis, le plus d'impact sur l'évolution des marchés. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, la chronique Agora, la bourse. C'est la bourse au quotidien. Ça s'appelle maintenant la bourse au quotidien. La bourse au quotidien. Et plus chronique Agora. La chronique Agora existe, mais la bourse au quotidien, c'est vraiment dédié à la bourse et au marché. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Oui. Et de nouveau, les marchés sont obnubilés par que vont faire les banques centrales. Effectivement, vont-elles continuer d'imprimer de l'argent sans limite, argent qui va de nouveau être confisqué par les 2-3 premiers cercles les plus proches des banques centrales. Et ce qui vient de se passer cet été, c'est que d'un seul coup, on doute. On doute justement. À cause de la Chine. On doute de la croissance mondiale, et puis on doute surtout que ça fasse du sens de continuer à imprimer de l'argent. Et ça, c'est assez nouveau dans la doxa officielle, ce doute-là. C'est le doute que moi j'exprime depuis depuis 2011, 2012 et surtout 2012, puisque Monsieur Draghi nous a lancé de plein pied dans le grand casino monétaire expérimental et dont personne ne sait comment on en sort ni comment on s'en sort, etc. Je comprends bien effectivement l'angoisse de l'auditeur. Donc, tant qu'on avait l'alibi de nous dire mais il faut laisser au quantitative easing, à la planche à billets, à toute cette liquidité, il faut lui laisser le temps d'atteindre les couches profondes de l'économie, c'est-à-dire la couche dans laquelle vit l'épargnant, celui qui se demande s'il prendra sa retraite à 64 ou à 67 ans voilà. Et le petit entrepreneur, la PME, qui font 75% du tissu économique français. Voilà les 2 millions d'entreprises françaises qui ne vivent pas en faisant mouvementer leur trésorerie des États-Unis vers le Japon, vers Singapour, vers Hong Kong, vers les Bermudes, vers le Liechtenstein, etc. Effectivement, les 2 millions d'entreprises, elles, ne voient toujours pas arriver cette liquidité. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on l'a mise dans le sol. Elle aurait théoriquement dû déjà commencer à ruisseler. Dans les crises précédentes, quand on a rajouté de l'argent, on avait pris, on va dire, les économistes avaient acté que cet argent arriverait dans les couches profondes au bout de 9 à 12 mois. Donc au bout de 9 à 12 mois, les petites graines allaient bénéficier enfin de ces liquidités et repousser vers la surface et nous redonner de jolies plantes florissantes. L'argent, il ne quitte pas pour l'instant la première couche. Et la couche, elle est complètement étanche en fait, et le ruissellement, il se fait uniquement au niveau des banques. Et ça, c'est cette cessation du ruissellement dans les strates inférieures, elle a commencé véritablement à se voir à partir des années de 90-2000. À partir de 98 en fait, quand le système a failli capoter avec l'affaire LTCM, des gens qui avaient on va dire ils avaient 20 milliards en caisse et ils avaient pris des engagements sur les marchés dérivés à hauteur de 2000 milliards. C'est ça. Et ils ont raté leur pari, ils avaient parié sur les dettes émergentes. Il y a eu la crise russe, il y a eu la crise des émergents 97, tout ça a très très mal tourné. Et ce jour-là, la Fed a décidé la Federal Reserve a décidé de dire à tous les banquiers qui avaient financé ce fonds spéculatif, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse le système s'effondrer ou on remet de la liquidité pour repartir? C'est ça. Et là on est entré vraiment dans une phase. On a mis le dos là-dedans et on n'en est jamais ressorti. Voilà. Et puis ça s'aggrave tous les jours. Et au bout de la course, parce qu'il faut dire que la Banque du Japon fait ça, elle, depuis plus de 25 ans. La Banque centrale chinoise fait ça à tour de bras, comme vous l'avez dit. Oui, depuis 2009. Donc aujourd'hui, la Banque centrale britannique a fait ça très largement pour après 2008. On peut dire que à peu près toutes les grandes banques centrales dans le monde font ça, en fait. Cette planche à billets surchauffée pour inonder de liquidité l'économie. Alors les banques centrales des pays dont la devise est une monnaie de réserve.
Oui. Parce que si vous faites tourner la planche à billets comme le Zimbabwe... Ah oui, non. Voilà, non, mais je parle justement, je disais les banques centrales Les États-Unis font exactement ce que fait le Zimbabwe. Je parlais des grandes banques centrales, voilà. pas celles banques centrales dont la devise, je le précise, est une monnaie de réserve. Voilà. Si vous n'êtes pas une monnaie de réserve, amusez-vous à imprimer de l'argent, on va vous détruire. Voilà, c'est ça. Et par exemple, la Banque centrale suisse s'abstient de faire ce genre de choses. Elle fait autre chose, la Banque centrale suisse, elle institue les taux négatifs. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez en banque, on vous le confisque. Il y a même une banque suisse là qui a annoncé ce week-end qu'elle allait prélever 0,125% sur les dépôts. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent dans cette banque et que c'est de l'argent liquide, il vous coûte. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que de l'argent puisse coûter quelque chose. On imaginait facilement qu'il puisse rapporter, si on le prêtait à l'économie, on n'imaginait pas que l'argent puisse vous coûter. On vous verse votre salaire, vous le mettez à la banque, et si vous achetez pas des bons du Trésor, on va vous confisquer de l'argent. Alors c'est pas grand-chose, on va vous confisquer l'équivalent du prix de 2 baguettes dans le mois, mais enfin, sur le principe, c'est quand même vertigineux. Oui. Pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer pourquoi les banques suisses peuvent, ou une banque suisse peut prendre, ce que vous venez de dire, confisquer une partie de l'argent en dépôt. Quelle est la raison? Eh bien, par exemple, les taux de prise en pension en Suisse, c'est-à-dire que si une entreprise a de l'argent en excédent, elle peut théoriquement le placer. C'est ce qu'on fait classiquement quand on a un excès de liquidité. On le place, on le donne à l'économie réelle qui va en faire quelque chose. On va construire éventuellement des logements sociaux, on va construire une nouvelle autoroute, enfin voilà, des choses très classiques. En Suisse, quand vous avez de l'argent à placer, on vous dit attention, si vous le déposez ce soir, on va vous confisquer 0,75%. Enfin, s'il restait pendant un an, on vous enlèverait 0,75% de l'argent que vous avez prêté à l'économie. Donc évidemment, plus personne ne dépose d'argent, comme on dit, mais les sur la nuit. Les 0,75% vont dans les caisses de la banque, en fait. Elles vont quelque part même dans les caisses de la banque et quelque part aussi de l'État. Et de l'État. Oui, parce que c'est de l'argent qui va être ensuite imposé, donc voilà. Ça va faire une recette. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises ne souffrent pas trop de ça? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui place son argent overnight et qui se fait confisquer 0,75. Par contre, vous, quand vous êtes un simple particulier, vous n'allez pas déposer votre argent le matin à la banque, le retirer à 6 heures juste avant la clôture pour pas que votre argent soit ponctionné la nuit. Oui. Votre argent en tant qu'épargnant, il reste dans la banque. Par contre, toutes les grosses institutions financières, elles mettent de l'argent, elles le retirent, elles le mettent, elles le retirent, elles le placent sur X ou Y support d'investissement qui a un rendement positif, même symbolique. Mais vous, particulier, vous êtes pris, vous êtes coincé parce que votre argent, vous le laissez tous les soirs dans la banque. Oui. Et donc, la banque suisse, et je pense que beaucoup de banques commerciales vont finir par le faire, confisquer une partie des liquidités que les gens ont mis en dépôt. Et la Suède était exactement dans la même stratégie. Il y a d'autres. Oui, notre premier auditeur avait posé une deuxième question. Est-il imaginable de remplacer le dollar? Alors ça, c'est une question récurrente depuis 1973, depuis qu'on pense que le dollar est un billet de Monopoly. Hein. C'est-à-dire depuis que Nixon avait décidé de débaser le dollar de l'or, et donc de mettre un terme aux accords de Bretton Woods de 44, où le dollar était censé être basé sur l'or, et les autres monnaies se référençaient par rapport au dollar. Alors, c'était indispensable de débaser le dollar de l'or, évidemment, puisque les stocks d'or s'épuisent, parce qu'on en extrait de moins en moins, et que l'économie est en expansion. On a besoin de liquidités pour faire marcher l'économie. Mais le débaser, ça ne signifie pas forcément couper les liens. Si vous prenez la nouvelle monnaie cette monnaie virtuelle qui s'appelle le Bitcoin. Comment pourrait-on expliquer le Bitcoin? Qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Alors c'est une méta-monnaie qui n'est pas adossée à une valeur telle que l'or, l'argent, etc. C'est une méta-monnaie, c'est-à-dire que on en crée, par exemple, 10 millions de Bitcoin, et ensuite on fractionne
c'est 10 millions de bitcoins en dixième, centième, millième, 10 millième, 10 millionième. Et on part d'un nombre de bitcoins qui est limité. Et ensuite, on le fractionne. Le dollar, c'est tout l'inverse. On peut créer de façon illimitée de nouveaux dollars qui valent toujours $1, alors que le bitcoin est fractionné en dixième, centième. Mais l'instance créatrice du bitcoin, quelle est-elle ? Alors c'est un petit peu complexe. Disons que ça part d'un calcul mathématique de besoin de liquidité. C'est-à-dire que pour répondre à ce besoin de liquidité, on va fractionner le bitcoin de façon à pouvoir régler des dépenses courantes ou même des investissements, etc. Et c'est une monnaie purement électronique, en fait. Voilà, mais qui est complètement pour le coup débasée. Elle n'est pas liée à l'or, elle n'est pas liée à l'argent, mais elle est par contre bien reliée, en théorie, à la croissance. C'est-à-dire que si vous aviez, comme en ce moment en Chine, une baisse de l'activité, vous devriez avoir également une baisse du bitcoin. Et le bitcoin est l'expression et le résultat d'initiatives, je dirais, de particuliers au départ. Absolument, oui, c'est tout le monde peut créer son bitcoin à partir du moment où il a une capacité de traitement informatique suffisante, oui. Puisque le bitcoin est totalement fongible, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter au Japon, le revendre en Allemagne, etc. Ça, c'est la théorie. Mais le gros handicap aujourd'hui du bitcoin, c'est que si vous l'avez acheté auprès d'un émetteur allemand, il n'est négociable qu'auprès de cet émetteur allemand. Si vous l'avez acheté auprès d'un émetteur de New York, vous pouvez pas le revendre sur une plateforme de Bitcoin de Los Angeles, qui ne peut pas la revendre à une plateforme qui est au Japon. C'est-à-dire que chaque émetteur est responsable d'une certaine quantité de Bitcoin. Et par exemple, si je veux devenir un émetteur de Bitcoin, comment faut-il que je fasse alors? Alors, il va falloir que vous vous entouriez de mathématiciens, oui. Et qui vont faire ce qu'on appelle du minage, c'est-à-dire en fait créer ce minerai monétaire et l'adapter en quelque sorte avec beaucoup de paramètres à l'activité, à la demande de Bitcoin, au rythme de fractionnement, etc. C'est un peu complexe. C'est très étrange cette monnaie-là. On en parle beaucoup, mais finalement c'est quelque chose d'assez nébuleux malgré tout. Alors, on va dire que les théoriciens économiques disent qu'il n'y a rien de pire, effectivement, que de créer ex nihilo du dollar ou de l'euro, oui. Etc., puisque ça peut déboucher sur une hyper-inflation. Le Bitcoin, étant donné qu'il est lié à l'activité, si jamais l'activité ralentit, vous verrez la valeur faciale du Bitcoin reculer avec l'économie. Donc le Bitcoin est beaucoup plus adaptable quelque part et plus honnête comme devise que le dollar. Mais son problème, c'est que le Bitcoin, quand vous avez un dollar en poche, peu importe qu'il ait été imprimé à New York, qu'il ait été imprimé à Atlanta, à Philadelphie ou à Los Angeles, ce dollar, il est négociable partout dans le monde. Le problème du Bitcoin aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plateforme unique. Le Bitcoin, il a 20 valeurs différentes sur 20 plateformes. Alors, ce sont des valeurs qui sont très proches. Hein. On va dire que ça va être par exemple 225 à Tokyo, ça va être 223 à Francfort et ça va être 222,80 à Paris. Mais voilà, il n'est pas totalement fongible. Et si une plateforme s'effondre, comme ce fut le cas de MTGOX au Japon, ben, tous ceux qui avaient du Bitcoin MTGOX, ce Bitcoin ne vaut plus rien. Ouais. Alors ceux qui avaient évidemment senti le coup venir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont converti leur Bitcoin en quelque chose de tangible. En achetant des biens, des meubles, peu importe, tout ce qu'on peut acheter. S'il y avait un concessionnaire automobile qui prenait les bitcoins, on pouvait acheter une voiture. Et ça se trouve, ça, des concessionnaires automobiles qui prennent des bitcoins, ça, oui, ça existe. Hein. Ah oui, maintenant, aux États-Unis, vous avez même des pizzerias qui prennent le bitcoin. Ah oui. Oui, donc ça se répand petit à petit dans certains pays comme les États-Unis, cette monnaie-là. Mais voilà. Même en Europe aussi, dans une certaine mesure. Et ça ne peut en aucun cas être considéré comme une monnaie de réserve, voilà, parce que pour qu'une monnaie soit une monnaie de réserve, il faut qu'elle soit négociable de façon équitable et identique partout dans le monde. C'est ça. Et alors justement, il y a peut-être d'autres questions. Oui, il y avait une autre question d'une auditrice qui revient à ce que vous disiez au début.
Avez-vous le sentiment que les personnes qui s'enrichissent à la vitesse grand V, celle des ordinateurs que vous avez décrite au début, vendent aussi la vie d'êtres humains ? Qu'est-ce qu'on appelle vendre la vie d'être humain ? Est-ce que c'est les exploiter, les faire travailler pour pratiquement rien ? Est-ce que c'est jouer avec les vies des gens en les faisant travailler dans des conditions de sécurité très faibles ? Si on regarde ce qui se passe en Chine, quand on regarde ce qui se passe sur les chantiers au Qatar, on peut se dire qu'effectivement... il y a eu le Bangladesh aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens du Sri Lanka, du Bangladesh, des Philippines, du Népal, qui font face à un taux de mortalité très élevé sur des chantiers. Oui. Parce que ces chantiers, si on les sécurisait, si on respectait toutes les procédures, il est évident qu'on ne pourrait pas ressortir les mêmes devis. Et voilà. Donc quelque part, pour des raisons de profit, on joue effectivement avec la vie des gens. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça le sens de la question qui a été posée, oui. Oui. mais en tout cas, voilà. Si je peux faire une réponse approchante, je dirais qu'aujourd'hui la course au profit conduit à des comportements qui se rapprochent de l'esclavage. Mais quand vous prenez même le scandale, le Dieselgate de Volkswagen, avec ces logiciels qui truquaient le niveau d'émission, qu'est-ce que c'est d'autre que d'empoisonner l'atmosphère en prétendant qu'on ne le fait pas ? Oui, exactement. D'autres. Oui, je crois que l'auditeur qui a posé la question précédente est revenu à la charge. Je vous lis ce qu'il nous dit. Et si les sommes astronomiques de la planche à billets, je traduis, avaient été déversées dans l'économie réelle, ne serions-nous pas entrés dans une hyperinflation ? Et il ajoute, il semble que la motivation de la planche à billets, de l'utilisation de la planche à billets, ait été seulement de sauver le système bancaire à la seule fin d'éviter les effets de faillites en chaîne des banques au niveau planétaire. Ah, je sais pas si c'est quelqu'un qui lit les éconoclastes, mais oui, c'est exactement la thèse que nous défendons. Oui. Bien sûr, les quantitative easing ont été faits pour sauver le système bancaire, pour leur permettre de faire des gains à coup sûr sur les marchés dérivés. Mais le problème, c'est qu'on a regonflé une bulle de dérivés qui est pire que 2007-2008. Et cette bulle qui était une bulle des subprimes aux États-Unis, aujourd'hui, elle a gagné la planète entière. C'est ça. Les crédits immobiliers en Chine sont des subprimes, les crédits aux entreprises chinoises sont des subprimes. Et comment pourrait-on traduire subprime en français ? C'est prêt à haut risque pour personnes insolvables. Pour personnes quasiment insolvables, mais on joue à ce petit jeu tant qu'il y a encore des naïfs pour penser que ce jeu est quand je pourrais dire ça, pas légal, c'est pas exactement ça. Qu'il soit illégal de prêter à des gens qui sont insolvables. Mais tant qu'il y a encore un peu de confiance, c'est-à-dire que c'est le problème des pyramides de Ponzi, c'est que quand il n'y a plus la confiance, ça s'écroule. Voilà. Alors quand j'emploie le terme légal, c'est pourquoi ? C'est que beaucoup d'économistes, et on l'a vu avec la Grèce, jugent qu'avoir obligé en fait la Grèce à s'endetter plus, sachant qu'elle ne pouvait pas rembourser, et ça, qui a fait ça ? Les technocrates européens, des gens qui sont pas élus et donc de ce fait pas révocables. C'est-à-dire que si ces gens-là on déconne, pour dire les choses de façon assez un petit peu triviale, ceux-là pourront dire désolé, voilà, on est tout plein de regrets pour que ça soit, parce que les choses se sont mal passées. Bon, la Grèce, on l'a obligé à s'endetter, a priori. Obliger quelqu'un qui est insolvable à s'endetter, c'est pas légal. Donc ceux qui prétendent que la dette de la Grèce est illégale, ça ne me paraît pas faux quelque part. Et quand on permet aux entreprises chinoises de prêter à d'autres entreprises dont on sait qu'elles sont insolvables, on pourrait considérer aussi que ces prêts ne sont pas légaux. Donc on va dire qu'on est devant une montagne de dettes qui est non seulement pas remboursable, mais qui est illégitime. Et si on prend ce principe-là, ça veut dire que quelqu'un pourrait être puni. C'est ce qu'on appelle le crédit abusif. C'est le crédit abusif. Et pour l'instant, la Chine n'a pas décidé, bien que M. Xi Jinping ait mis son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption, pour l'instant, il n'a pas encore déclaré
illégale l'activité de shadow banking, tout simplement parce qu'il sait que ça désintégrerait immédiatement l'économie chinoise. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons vous communiquer un message et ensuite reprendre le cours de notre conversation passionnante. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons notre échange passionnant avec Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la Bourse au quotidien, tous les jours, donc vous donnez des conseils en fait. Non, c'est pas des conseils là, c'est je veux dire, je passe un peu à la paille de fer l'actualité du jour. Excellente expression. Voilà. Mais c'est vrai, bon, souvent les statistiques sortent, les marchés réagissent, des fois de façon complètement paradoxale, qui peut même vraiment déboussoler l'épargnant, et donc j'essaye moi de remettre en perspective de façon à ce que les gens qui nous lisent comprennent ces réactions qui paraissent surréalistes, parce que beaucoup de choses fonctionnent complètement à les auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient en savoir plus peuvent aller sur Internet et trouver facilement les sites concernés. Ils trouveront la Bourse au quotidien et ils trouveront, c'est vrai, tous les jours, on va dire les principaux faits d'actualité qui ont fait décaler les marchés. Oui. Pourquoi les marchés ont décalé? Pourquoi ont-ils décalé de cette façon, alors que ça paraît le plus souvent pas tenir debout, quoi. Tout à fait. Alors d'autres messages. J'aurais voulu faire une réflexion personnelle à Monsieur Béchade. Le béotien que je suis, voyant que le fonctionnement de la planche à billets produit du dollar en l'imprimant, pense que c'est de la fausse monnaie. Puisque théoriquement une monnaie doit être appuyée à un produit, une valeur, de l'or ou autre. Alors moi je vais vous citer Alan Greenspan. Bon, c'est l'homme qui, après Ben Bernanke, son successeur, a imprimé le plus d'argent. Qui avant Bernanke, oui. Voilà, donc Monsieur Greenspan, il a pris les rênes de la Banque centrale américaine en août 1987. Il a rendu son tablier en janvier, je crois que c'était janvier 2011. Voilà. Et Monsieur Greenspan a imprimé énormément d'argent, énormément. 87, 98, 2002, 2003, 2004, il a laissé les taux aller à zéro, il a encouragé les banques à prêter, il a totalement fermé les yeux sur le gonflement de la bulle immobilière aux États-Unis. Et aujourd'hui, Monsieur Greenspan nous dit, on ne devrait pas créer plus d'argent, imprimer plus de monnaie, que la richesse qu'on espère retirer à terme. Il a l'air de vouloir se dédouaner, lui, par ses déclarations depuis 2-3 ans. Il peut dire ce qu'il veut maintenant, c'est bon. Voilà. Depuis qu'il est plus en fonction, il se déjuge en quelque sorte. Ah mais il reconnaît que, par exemple, la crise des subprimes, il avait sous-estimé ce phénomène. Il pensait, par exemple, que les banques venaient honnêtement lui demander de l'argent pour favoriser la construction de maisons individuelles, etc. Sauf qu'au départ, on construisait des maisons pour des gens qui pouvaient pas les payer. Mais il le savait très bien, non? Mais évidemment qu'il le savait très très bien, mais bon, voilà, on fait l'idiot. Hein. Lui, il est dans les hautes sphères, il est tout en haut de la pyramide, et ce qui se passe sous la pyramide, si quelqu'un lui dit pas attention, il y a de l'huile en dessous, lui il le sait pas naturellement. Hein. Il est d'ailleurs allé à la soupe, si je peux dire, puisque quand il a pris ses fonctions de patron de la Banque centrale américaine, il a lancé cette politique de création monétaire à tout va que vous venez d'évoquer. Alors que dans sa turbulente jeunesse, il professait des théories économiques plutôt assez proches de celles de l'école autrichienne d'économie, en fait, Hayek, von Mises, etc. Mais la place était bonne et il fallait faire ce qu'il fallait. Attendez, il a embrassé l'école autrichienne, l'école du Mont Pèlerin, l'école de Chicago. À partir du moment où il a commencé à fréquenter les hautes sphères. Avant, il écrivait des horreurs. Ah oui. Dans les années 65, 68. Mais il écrivait des horreurs. Il écrivait par exemple que l'or était la seule monnaie honnête. Ah voilà, c'est ça. Vous imaginez? Oui, ce que vous appelez des horreurs. Voilà. Dire, la vérité. Voilà. Oui. Non, mais
ensuite, quand il est arrivé à la Fed, il est arrivé dans un univers qui était totalement acquis déjà, voilà. effectivement, donc, à Ford Mises, à Hayek, Montpellerin, etc. La filiation, il l'a vraiment embrassé. Et à partir du moment où il a montré qu'il était capable de comprendre aussi tous les mécanismes de l'école autrichienne, on s'est dit voilà quelqu'un qui est un peu ça, est adaptable, comprend bien les choses. Et Zag, on en a fait le président de banque centrale qui a imprimé le plus d'argent sur terre. Voilà, il a renié son credo de jeunesse, qui était un bon credo, le credo de l'école autrichienne, pour faire une belle carrière à la tête de la Banque centrale américaine, quoi. Et de faire ce que le marché attendait de lui. Voilà. C'est-à-dire lui faciliter la tâche. Greenspan a aussi poussé à la roue sous Clinton, parce que Clinton avait comme secrétaire d'État au Trésor et principal conseiller Lawrence Summers, qui était pour la destruction de toutes les réglementations bancaires, à commencer par l'éradication du Glass-Steagall Act, qui séparait l'activité de banque de dépôt de banque d'affaires. Donc de nouveau, on a pu confondre les deux, et du jour au lendemain, les banques d'affaires qui pouvaient jouer avec $1000 se sont retrouvées à pouvoir jouer avec $1 million, et immédiatement les dérivés de crédit ont littéralement explosé, puisque les banques d'affaires jouaient cette fois-ci avec un sous-jacent et une garantie qui avait décuplé. Et oui. Je crois que vous êtes en train de démontrer une chose qui est dans la tête, à mon avis, de la plupart de nos concitoyens, mais qui n'est pas une évidence pour autant, c'est le statut extravagant du dollar. Quel est le pays qui ne rêverait pas d'avoir une machine à imprimer qui permet d'imprimer des billets qui sont valables sur la terre entière? C'est le cas du dollar. C'est le cas du dollar. Mais ce qui est le plus fantastique, c'est que quand vous avez une période de forte activité économique, où on va vendre plus de pétrole, et du pétrole plus cher, imaginez du pétrole à $100. Aujourd'hui, on extrait 83 ou 84 millions de barils jour. Ils sont exprimés en dollars. Imaginez que vous les vendiez à 100, $120 ces barils au lieu de 45, 50 comme aujourd'hui. Vous avez besoin de beaucoup de dollars. Et ce dollar, il n'existe pas si les États-Unis ne créent pas la dette qui va avec. C'est-à-dire que si l'économie mondiale se met à turbiner à fond, eh bien, il faut que les États-Unis créent du dollar. Et ben, pour créer du dollar, il leur faut créer de la dette. Donc, créer de la dette, ça consiste en quoi? Ça consiste, par exemple, à financer des guerres impériales à peu près partout dans le monde. Ça coûte très très cher, les guerres. Ça rapporte pas grand-chose. Certains pensaient que la guerre en Irak leur permettrait de mettre la main sur les champs pétrolifères irakiens. Tout s'est pas passé comme ils le pensaient, mais c'est pas grave. Ce qui comptait, c'était de dépenser de l'argent. Créer du dollar. C'est quand même assez vertigineux de se dire que là, on est dans un système où, pour que l'économie mondiale fonctionne, il faut que les États-Unis soient endettés. Et on se pose jamais la question de savoir si ils vont ou pas rembourser ces dettes, puisque bien sûr la réponse elle est non. Ils vont jamais la rembourser. Naturellement, aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a jamais pu rembourser une dette telle que celle que les États-Unis ont constituée. Mais on a quand même besoin de cette dette dollar pour commercer. C'est effectivement, qui ne rêverait pas d'avoir un tel instrument? Dans un tel contexte, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a lu il y a quelques mois sur Internet, à la suite du décès de Christophe de Margerie? Puisqu'on a dit, enfin moi je l'ai lu en tout cas, qu'il était allé en Russie pour négocier des contrats de recherche pétrolière, et qu'il avait été question de utiliser le rouble comme monnaie d'échange pour ces contrats-là, pour faire pièce au dollar un peu. Or, il est décédé dans des conditions bien opportunes pour continuer à utiliser le dollar. Vous ne croyez pas? Là, on rentre effectivement dans des considérations que certains appellent le complot, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des coïncidences troublantes. Bon, tous les pays qui ont envisagé à un moment ou un autre de ne plus se servir du dollar, Irak, Iran, Libye, Syrie, Russie, voilà, chaque fois qu'on envisage de se servir d'autres référents que le dollar, les choses se passent mal. Mais c'est purement coïncidentiel, si j'ose dire. Moi, je suis très factuel, donc je peux évidemment pas dire qu'il y a eu quelque chose de louche dans le décès de Monsieur Margerie. C'était juste une coïncidence de plus. Bien opportune. Bon, je passe à la question d'un autre auditeur qui vous demande: que pensez-vous du laogai? Et il ajoute: c'est 40 millions de morts en Chine. Le laogai. Le laogai. C'est la révolution culturelle, non?
Oui, comme je ne sais pas à quoi il fait référence, je le lis parce que... En tout cas... la révolution culturelle et 40 millions de morts, et il y a d'autres chiffrages, il y en a qui sont encore plus, qui font encore plus froid dans le dos. C'était quelque chose de totalement assumé par Mao, hein. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Oui. Bah si, c'est-à-dire qu'à un moment, Mao s'est dit, j'ai le choix soit entre sacrifier 40, 50, 60 millions d'individus, et de faire en sorte que le reste de la Chine tienne sur ses deux jambes, et marche d'un bon pas, ou alors j'essaie de sauver tout le monde et tout le monde va traîner de la patte. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'était une façon de répartir le peu de richesse qu'il y avait dans une population énorme en diminuant le format de cette population? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a préféré avoir 100% de la population restante en forme. Oui. Plutôt que 100% de la population d'avant la vague de décès massive qui fonctionnerait de façon un peu... Et alors justement, cette Chine qui s'est ouverte au monde dans une large mesure, qui a joué la carte d'une certaine forme de capitalisme, disons mix, dans la mesure où il y a une mainmise étatique en même temps, mais elle file du mauvais coton, là. Elle était considérée comme l'horizon indépassable de l'avenir économique de l'humanité, cette Chine-là, par la doxa, par l'économiquement correct. Elle est en train de se désintégrer progressivement sous nos yeux, finalement. Et en même temps, ça se répercute sur le Brésil, notamment, qui vend beaucoup de matières premières à la Chine, mais moins maintenant. Matières agricoles, oui. Et matières agricoles, oui. Et dont le commerce extérieur se dégrade fortement. Et puis d'autres pays du BRICS qui souffrent aussi de la diminution des prix des matières premières et alimentaires, etc. Donc on a des effets induits sur l'économie mondiale qui sont très très puissants avec cette décélération chinoise. Et ne pourrait-on pas penser que finalement il n'y a plus vraiment un moteur dans l'économie mondiale? Les États-Unis, c'est très paresseux. L'économie américaine, l'Europe, à part l'Allemagne, c'est aussi très paresseux. La Chine décélère fortement. Les BRICS en subissent le contre-coup. On a le sentiment que l'économie mondiale se rapproche d'une nouvelle phase fortement récessive. On est là-dedans, effectivement. On dit aujourd'hui quelle est la locomotive. On voit bien qu'il n'y en a pas. Les États-Unis, comment peut-on les considérer comme une locomotive, même s'ils revendiquent 3,9% de croissance au deuxième trimestre, ce qui est évidemment une fiction statistique complète. Comment pourrait-il être une locomotive quand au Canada, quand au Nord, on a le Canada qui est en récession? Pas grand-chose, mais enfin techniquement, il est en récession, le Canada. Oui. Il y a 2 trimestres consécutifs négatifs. Voilà, et avec une projection annuelle à moins 0,2, moins 0,3. Oui. Et puis au sud, on a le Mexique. Alors, Mexique, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme perspective formidable en début d'année, et dont la croissance, récemment, il y a 3 semaines, a été revue à la baisse, juste divisée par 2. Par rapport aux prévisions initiales. Le Brésil est maintenant, effectivement, vous l'avez cité, sur une pente de -3 à -3,5 en termes de PIB, qui va se rapprocher bientôt de celle de la Russie, puisque là, on est à -4, -4,5 en Russie. Alors oui, effectivement, quand on voit les BRICS, ils sont tous dans la panade, hein. Et le Est de BRICS, c'est South Africa, Afrique du Sud, qui est également dans une situation économique terrible, et pas encore en décroissance, mais en tout cas avec une croissance qui est à peine mesurable et qui ne permet surtout pas de donner du travail à une population dont le taux reste exponentiel. Donc l'Afrique du Sud est maintenant est redevenue une vraie poudrière, hein. Et du coup, un pays fortement exportateur de machines-outils et d'automobiles comme l'Allemagne commence à ressentir le contre-coup de la diminution de la demande de ces biens industriels par la Chine et par les pays du BRICS, et le caractère, disons, la décélération mondiale s'étend à l'Allemagne, fleuron de l'économie européenne. Il est clair que l'Allemagne, qui a été tirée, on va dire que là, accident positif de l'histoire, par la Chine depuis 2002-2003 et jusqu'en 2014, l'Allemagne est certainement le pays qui va payer le plus cher sa surexposition à la Chine.
On voit déjà d'ailleurs que on commence à... Enfin, la croissance allemande aujourd'hui ne repose plus que sur l'immobilier. Hein. Ah oui, Ah oui, à ce point-là. Ah oui, déjà. Donc vous voyez, on rentre déjà dans un scénario l'espagnol. Ah oui. Rappelez-vous tout le mal que pensait Monsieur Schäuble du modèle espagnol. Oui. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est ou ça, ou l'immobilier continue de son expansion, ou on annonce déjà que l'Allemagne est en quasi-récession. Ah oui. Oui, oui. Et puis alors évidemment le continent africain dont on disait que son avenir était solaire, radieux, et subit le contre-coup de tout ça puisque le cours des matières premières ayant fortement diminué, ça retentit sur les économies de pays comme le Nigeria par exemple, qui n'ayant pas fait les provisions financières nécessaires en temps de vache grasse, se retrouve déjà maintenant avec des difficultés sociales. Il n'y a jamais eu de vache grasse au Nigeria. Il n'y en a jamais eu. Ouais, jamais eu. Bon, il y avait un cours de matières premières qui faisait que... Non mais le Nigeria, il y a eu des vaches grasses que pour les quelques dirigeants du pays. Mais C'est bon, ça c'est quelque chose qui malheureusement est... Le développement de l'Afrique subsaharienne est en réalité assez illusoire. Ouais. Mais il faut savoir par exemple que vous parlez de l'Afrique subsaharienne, le non-développement agricole de ces pays-là, en grande partie, c'est à cause du Brésil. Ah oui. Et oui, parce que le Brésil a une agriculture extensive très performante. Oui. Et en ce qui concerne, par exemple, la volaille, Oui. le Brésil était le principal exportateur de volaille sur l'Afrique de l'Ouest. Ah oui. Et le Brésil produit des volailles à un prix que ne pourront jamais atteindre Les petits producteurs locaux. Ce qui fait que vous avez de la volaille congelée qui arrive par bateau entier et qui est consommée par pratiquement toute la population parce que c'est moitié prix du poulet local, quoi. Et oui. Nous allons rappeler, cher Bernard, les références de notre émission. Et dire d'autres... Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Son invité d'aujourd'hui est Monsieur Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la Bourse au quotidien. Le thème d'aujourd'hui est une menace sur l'économie mondiale. Et je viens de recevoir pas mal de questions. Oui, oui. Je commence par la plus agréable pour vous, une auditrice de Radio Courtoisie qui vous dit « Merci d'avoir invité, monsieur, à vous, Laurent, d'avoir invité monsieur qui a le courage de nous éclairer sur des sujets aussi complexes. » Tout à fait. Merci, mes chères madame. Notre auditeur vous dit « Peut-on imaginer qu'un beau matin, comme en 1973, les Américains annoncent la création d'un nouveau dollar qui remplacerait 1000 anciens dollars et réduisent ainsi leur dette avec pour seul argument « Nous sommes les plus forts, c'est notre monnaie et votre problème ». Eh oui, célèbre aphorisme de McNamara, c'est notre monnaie, c'est votre problème. On peut pas imaginer, puisque la question a déjà été posée il y a un petit quart d'heure, je suis désolé de ne pas y avoir peut-être répondu de façon suffisamment pertinente, on ne pourra pas déclarer que le dollar ne vaut plus rien, même si tout le monde sait que la dette qui est derrière n'est pas remboursable. Personne n'y a intérêt, même pas les Chinois qui sont les principaux détenteurs de dette. Les Japonais à peu près à hauteur aussi de 2000 milliards de dollars n'ont aucun intérêt à ce que le dollar se désintègre, parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que le yen explose et que le Japon ne peut plus rien exporter avec sa devise devenue trop forte. Donc personne n'a intérêt à l'explosion du dollar, mais tout le monde aurait effectivement intérêt à ce que les dettes soient réduites. Et il y a 2 façons ou 3 façons de réduire les dettes. Soit comme en Grèce, de faire une cure d'austérité terrible. Je vois mal les États-Unis se livrer à ce genre de scénario, d'opter pour ce genre de scénario. Il y a ensuite la confiscation de l'épargne pour rembourser la dette. Alors là, on fait pas d'austérité, mais là, on dit à tous les riches, on vous prend 10-15%, comme on l'a fait aux Chypriotes. Ce en quoi Madame Lagarde est tout à fait favorable, hein. Et elle n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres gens, d'autres personnes dans les hautes sphères à Bruxelles qui considèrent qu'au cas où les choses tourneraient mal, on pourrait confisquer l'épargne
de ceux qui en ont un peu. Hein, mais ça a été voté en octobre 2013. Oui, donc il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est théorisé et tout. Et puis le troisième moyen, bien sûr, est le plus classique et celui que tout le monde cherche à atteindre depuis 2009-2010, c'est créer de l'inflation de façon à réduire la dette, puisque voilà. Oui, mais alors on n'arrive plus à créer d'inflation. Les économies sont tellement anémiées qu'il n'y a plus d'inflation, sauf dans des poches très très délimitées. Par exemple, le Brésil connaît une inflation sévère. La Russie, avec la chute du rouble, mais là, il a fallu que le rouble chute de 50% pour que les Russes commencent à subir l'inflation. C'est une inflation par la dévaluation monétaire, ça. Voilà. Mais l'inflation par la demande en Occident, elle a disparu. Les classes moyennes sont ruinées. Les classes moyennes sont laminées. Pourquoi sont-elles laminées? D'abord, effectivement, parce qu'il y a un taux de chômage endémique qui ne fait que progresser, puisqu'on a délocalisé la production vers des pays à bas coût. Bon, c'est le sens de l'histoire, d'accord. Et bon, le problème, c'est qu'au départ, on a délocalisé dans des pays qui ne suivaient pas les mêmes règles que nous. On a délocalisé la production dans des pays où il n'y avait pas de protection sociale, pas de retraite, pas de chômage, pas rien. Donc là, c'est une erreur fondamentale. Elle a été commise. Maintenant, on ne peut malheureusement plus rien y faire. Les choses sont comme elles sont. Donc les classes moyennes ont été paupérisées. Mais ça serait à la limite aller à moindre mal si, en face, on leur disait, d'accord, aujourd'hui vous gagnez moins d'argent, mais à terme, votre retraite sera meilleure. À terme, vos enfants auront de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. Or, c'est pas du tout ça qui se produit, puisqu'on voit que, par exemple, les étudiants américains doivent s'endetter de plus en plus pour poursuivre des études qui leur donneront de bons salaires, enfin ils l'espèrent, mais on s'aperçoit que même à bac plus 5, ou l'équivalent à MBA aux États-Unis, à plus 5 ou plus 6, vous n'obtenez pas de meilleurs salaires aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, et à bac plus 5, plus 6 aujourd'hui, vous n'obtenez même pas les salaires qu'on avait aux États-Unis en 2006-2007 quand on était à bac plus 3. Et la maîtrise, aujourd'hui, ça n'apporte plus rien. Il faut continuer. Donc on a un fardeau de la dette sur les étudiants. Donc quand ils arrivent dans le monde du travail, s'ils n'ont pas de meilleur salaire, ils peuvent moins dépenser. Ils commencent à épargner à quel âge maintenant les nouveaux entrants sur le marché américain quand vous avez $100 000 de dette Jamais. Voilà. Donc, avant de pouvoir commencer à épargner, avant de pouvoir commencer à acheter une maison aux États-Unis, il faut attendre maintenant 35 ans. Et vous avez aujourd'hui 700 000 Américains qui viennent d'arriver à l'âge de la retraite et qui n'ont pas fini de payer leurs études. Ah oui. Eh oui, parce que contrairement à une dette immobilière où vous achetez une bagnole, vous pouvez pas la payer, on vous confisque la voiture, on vous confisque votre maison, et puis on vous dit bah là, vous êtes en faillite, et puis boum, terminé. Bah non, la dette étudiante, comme elle est garantie par l'État, on ne peut pas l'éteindre en se déclarant en faillite. Ça veut dire que quand vous arrivez à la retraite et que vous avez encore une dette, si au prochain carrefour vous faites rentrer dedans par un camion, que vous cassez votre pipe, c'est vos enfants qui doivent payer le reliquat. C'est beau, non ? C'est-à-dire que il y a à nouveau des bulles qui sont prêtes à éclater, la bulle de la dette estudiantine. Alors, il y a une bulle immobilière qui se reforme aux États-Unis, mais parce que des investisseurs chinois, par exemple, investissent dans l'immobilier américain haut de gamme. Donc, il y a une bulle immobilière haut de gamme. En même temps, il y a une grande détresse des classes moyennes américaines, comme d'ailleurs européennes, maintenant, vous le disiez. Donc, une consommation occidentale en panne, et les économistes médiatisés disaient oui, mais vous allez voir, la Chine et le BRICS va relayer la panne de la consommation occidentale, vont relayer la panne de la consommation occidentale et tout va repartir. Or, on voit justement que la consommation intérieure chinoise commence à décélérer fortement aussi, et on voit que la consommation intérieure des pays du BRICS décélère fortement. Donc, il n'y a plus de relais de consommation dans le monde, en fait. Ah oui, je dis, les Américains qui s'endettent pour leurs études, et ils s'endettent maintenant sur 30 ans. Voilà. Vous avez des salaires aujourd'hui moins généreux, sauf évidemment à Wall Street. Hein. Mais pour le reste... Oui, mais ça ne fait pas une consommation globale. Ça fait pas une consommation globale. Et vous avez une épargne qui ne rapporte rien. Parce que, qu'est-ce que c'est que des taux zéro ?
ou des taux négatifs maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre épargne, elle n'est pas rémunérée. C'est-à-dire que quand vous vous projetez dans 20 ans, vous vous dites, si j'ai 0,8 ou 1% de rendement sur mes placements, qu'est-ce que je vais voir à la sortie? Je vous cite 0,8 parce que aujourd'hui, le 10 ans français, il est à 0,85, 0,86, voire depuis hier soir 0,90. Mais enfin, hier matin, on était encore à 0,85. Le livret A est à 0,75. Vous pourrez même être à 0,75. Vous vous projetez dans 20 ans avec un taux à 0,75. Vous aurez quoi à la sortie? Rien. Enfin, c'est même pas la peine de placer l'argent quelque part. Parce que l'argent que vous placez dans un organisme, si cet organisme fait faillite, vous le perdez. Oui. Alors que si vous le laissez sur votre propre compte, bon, il rapportera rien, mais au moins vous risquez pas de le perdre. Oui. Bon, enfin bref, je referme la parenthèse. Donc oui, le consommateur occidental est mort, et maintenant on attend que le consommateur chinois prenne le relais. Or, ça en prend pas le chemin, là. Alors ça n'en prend pas le chemin, et pourtant c'est bien la volonté du gouvernement chinois. Ils sont quand même pas idiots, c'est des gens extrêmement intelligents, très cultivés, et qui ont certainement fait mouliner tous les modèles possibles et imaginables, parce que je veux dire que les gens de Pékin sont pas moins brillants que ceux qui sont à Shanghai ou à Hong Kong, hein. Donc ces gens-là ont fait mouliner, et ils se rendent compte qu'ils ont un problème. C'est pas le fait d'avoir des principes idiots pour l'économie, du genre c'est des ex-communistes planificateurs, donc ils sont complètement idiots, ils s'en sortiront jamais parce que c'est des imbéciles. Non, leur problème, c'est que leur mode de développement était totalement inégalitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une population dont le pouvoir d'achat croît dans l'absolu, en même temps que l'économie, c'est un cercle vertueux. C'est le cercle vertueux qu'on observait en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Alors, cercle vertueux, pas tellement, puisqu'au Japon, ils sont arrivés à des bulles partout, et la Chine est exactement la même situation de bulles de surinvestissement, bulles immobilières, bulles boursières, etc. Mais avant d'arriver à ces excès, toute la population japonaise a vu son niveau de vie s'élever. La Corée du Sud a réussi de ça de façon encore plus harmonieuse, c'est-à-dire que la Corée du Sud est arrivée à des standards très proches de l'Occident, Europe, États-Unis, sans en passer même par la crise qu'a connue le Japon en 90. Les classes moyennes sup ont servi de locomotive. En Chine, vous avez une classe moyenne, et une classe moyenne sup et une classe archi privilégiée, qui représente 109 millions d'individus. Pourquoi? Parce que les économistes ont arbitrairement dit, voilà, le seuil de la richesse, on va le mettre à 50 000 $. Pourquoi pas 60 000, pourquoi pas 40 000? Enfin bon, c'est pas moi qui ai fixé la règle. Donc on va dire qu'avec cette jauge à 50 000 $, ils prétendent aujourd'hui avoir 109 millions de personnes dans la classe moyenne. C'est plus qu'aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a 60% d'Américains qui sont maintenant plus proches du seuil de pauvreté que du seuil dit classe moyenne. Mais c'est quoi 109 millions d'individus sur un pays qui en fait 1,4 milliard? En proportion, c'est pas grand-chose. Alors que 100 millions de personnes dans la classe moyenne aux États-Unis, c'est le tiers de la population. En Chine, faites le calcul, ça fait 7% de la population. Donc, la base pour passer d'une économie tournée vers les exportations à une économie tournée vers la consommation intérieure, si vous avez au moins la moitié, voire les 2 tiers de la population qui sont on va dire dans la catégorie classe moyenne, ça marche, vous pouvez faire une transition, parce que vous avez un relais intérieur. Mais si votre classe moyenne c'est 7% de la population locale, même si ça nous fait un chiffre de 109 millions, ça fait du monde 109 millions, hein, c'est la population de la France plus celle de l'Espagne, mais c'est rien. Ça veut dire que le reste de la Chine, quelque part, c'est paupérisé. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller acheter un bien en grande banlieue d'une grande métropole chinoise, pour aller travailler ensuite en centre-ville ou dans la première couronne, eh bien, un paysan pouvait se le permettre en 2000. Aujourd'hui, un paysan japonais chinois ne peut plus se permettre d'aller acheter un bien pour aller travailler en centre-ville, où son salaire ne va pas lui permettre d'acheter un bien alors qu'il le pouvait il y a 10 ans. C'est-à-dire que le système est tellement inégalitaire que les pauvres ont encore moins de pouvoir d'achat qu'à l'époque.
Par contre, quand vous êtes en Chine, je l'ai visité un petit peu. Alors c'est vrai que si vous avez encore des paysans derrière leurs buffles dans les rizières, pour la carte postale, c'est vrai que vous avez une bonne chance qu'au bout de son champ, il y a un TGV qui passe à 350 à l'heure. Mais alors, il y a là une impasse terrible d'ailleurs, parce que les salaires ont augmenté en Chine depuis quelques années. Et justement, il y avait aussi là-dedans le souci d'augmenter la demande intérieure et de réduire cette inégalité que vous venez d'évoquer. Mais alors, voilà que ça met par terre et les excédents commerciaux chinois, puisque du coup les investisseurs quittent la Chine pour le Vietnam ou d'autres pays. Cambodge, Laos. Voilà. Et donc il y a une quadrature du cercle là-dedans. Oui, la Chine, avec la hausse nominale des salaires, je dis bien nominale, ça veut pas dire que ça procure un meilleur pouvoir d'achat aux Chinois, mais en tout cas la hausse nominale des salaires fait que ils sont d'un seul coup concurrencés par l'Inde, par Laos, Cambodge, Vietnam. Donc le basculement vers une consommation intérieure de masse s'avère impossible. Impossible. Contrairement à tout ce que disait la Doxa il y a 3-4 ans. Ah oui, mais ça c'est la doxa occidentale. C'est notre façon à nous de voir en disant dans un monde idéal, voilà la Chine qui va passer d'un modèle exportateur à la japonaise, à la coréenne, à la taïwanaise, et qui va passer vers un modèle occidental. Et peut-être qu'au bout du compte, ils finiront à la suédoise avec un système de protection sociale phénoménal, magnifique et tout. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois, leur seule possibilité d'épargne, ça reste encore les obligations d'État chinoises et l'or. Ça reste les deux piliers. Hein. Oui. D'autres messages? Il faut que je les lise un peu parce que nos auditeurs ne seront pas contents. Il faut que nous allions assez vite. Voilà, deux auditeurs précisent que ce qu'est le laogai. Lundi, c'est un ensemble, c'est semblable au goulag. Ce sont des camps de travail où, sur une condamnation plus ou moins justifiée, on peut mettre au travail 3 générations de la même famille gratuitement. Ce sont des esclaves de l'État. C'est un système concentrationnaire, dit l'autre. Une auditrice confirme ce que vous avez dit il y a un moment. Il ne faut pas oublier que les guerres contre Saddam Hussein et Kadhafi répondent à ce qu'ils ont dit tous les deux. Saddam Hussein aurait dit « On ne veut plus être payé en dollars mais en écus ». Et Kadhafi aurait dit « En tant que président de Panafrique, vous êtes payé sur une monnaie adossée à l'or ». Et tous les deux l'ont payé. D'autres questions ? Oui, celle-là est revenue 2 fois. Monsieur, à quoi sert exactement cette rapidité extrême de passation d'ordre à la boursier par ordinateur? Vous en avez bien parlé, mais je crois que ça n'a pas été assez clair pour nos auditeurs. La rapidité extrême ne profite qu'à ceux qui sont à la pointe de la capacité informatique. C'est le résultat d'une compétition de vitesse entre investisseurs et le plus rapide gagne le plus. Voilà. Alors bon, aujourd'hui c'est assez évident. Je vais comme citer des noms après tout. Je vais faire je vais balancer. Donc à ce petit jeu du plus rapide, les plus performants sont bien connus. C'est Goldman Sachs, c'est Virtu. Oui. C'est une société qui est à la fois une sorte de hedge fund et à la fois une espèce d'énorme ordinateur ultra rapide. Oui. C'est juste une espèce d'usine à spéculation au 100 millième de seconde. C'est ça. Voilà, et qui accumule tous les jours, qui prélève des gains que ne toucheront pas évidemment les épargnants et ceux qui placent leur argent avec une optique une optique donc cette informatisation de véritable cette informatisation est le résultat d'une course au profit entre un gros investisseur boursier, gigantesque investisseur boursier, quoi. Oui, c'est un jeu totalement absurde qui ne crée aucune valeur, qui ne crée aucune richesse et qui en prend au contraire, qui prend de l'argent dans la poche des autres. C'est ça. Voilà. Et ces gens-là peuvent même pas prétendre que l'ultra vitesse se traduit pour tout un chacun par une ultra liquidité, c'est leur alibi. C'est du genre, oui, nous on fait très très vite. Alors évidemment, comme on est plus rapide que vous, on se serre un peu au passage, c'est normal. On prend on prend notre dîme, mais c'est rien à côté de l'avantage qu'on vous procure en vous offrant une liquidité quasiment illimitée à tout moment. C'est ça. On voit très bien que dès que le moment devient un peu chaotique, cette liquidité disparaît
instantanément. Vous avez les carnets d'ordre qui se vident, il n'y a plus rien à la demande, plus rien à l'offre, il n'y a plus rien nulle part, et ces gens qui assurent de la liquidité ne l'assurent que lorsque le marché tourne rond, dès qu'il y a un accroc, dès qu'il y a une mauvaise surprise, ces gens-là vous privent totalement de liquidité. Le marché se retrouve exsangue. Donc ils prennent effectivement en permanence de l'argent à tout le monde, à tous les épargnants, à tous les gérants de fonds de retraite, etc. Et lorsque ces fonds de retraite auraient besoin un jour d'avoir une contrepartie acheteuse en face d'eux, si les choses effectivement tournent mal, là vous pouvez être sûr que que ces spécialistes de l'ultra-vitesse ne seront plus là. C'est ce qui fait un krach boursier. Voilà. Et ils ne sont plus là, non pas en 5 minutes, non pas en 1 heure, ils ne sont plus là en quelques centièmes de seconde. C'est ça. Oui, d'autres auditeurs de Radio Courtoisie, l'un vous dit « L'épargne est constituée d'obligations, d'actions et d'immobilier. Si elle était confisquée, cela ne pourrait-il pas accentuer les problèmes en provoquant un effondrement de tous ces actifs ?» Est-ce que des gens à qui on ponctionnerait 10-15% de leur épargne sur leur compte en banque auraient le réflexe d'aller vendre immédiatement les obligations et les actions ? J'en suis pas certain, parce que si vous avez ponctionné de l'argent et que vous dites voilà, maintenant ça assure la solidité financière de tous les emprunts qui existent, pourquoi j'irais vendre des emprunts dont aujourd'hui je suis à peu près certain qu'ils sont plus sûrs. Ce qui me ferait les vendre, c'est de me dire alors ça c'est trop fort de café, on m'a piqué 15%. Alors on me dit oui, c'est au nom de la solidité, de la dette nationale, tout ça, soyez patriotes. Et cette dette, elle me rapporte quoi ? 1%, 0,9, 0,75. Ah, moi, je marche plus. Moi, je veux bien détenir cette dette, si j'ai un petit peu de sous. Pas parce qu'aujourd'hui, elle me rapporte énormément d'argent, mais parce que si les banques centrales continuent d'injecter, cette dette va prendre de la valeur. Vous voyez un petit peu comment raisonne quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Moi, je la garde, cette dette, uniquement parce que je pense qu'elle vaudra plus cher demain. Je sais bien qu'elle rapporte rien. Mais moi, j'ai pas besoin de revenus, je suis déjà blindé, donc je parle pas pour moi, mais je dis ceux qui ont une épargne confiscable peuvent se dire aujourd'hui, cette dette, je la détiens, je la conserve, pas pour le rendement, mais parce que les banques centrales, en injectant de l'argent, c'est en quelque sorte me promettre que cette dette va prendre de la valeur. Voilà. Mais si du jour au lendemain, on me dit bon ça y est, maintenant la dette elle est sûre, donc on n'a plus besoin d'injecter d'argent. Ouais. Ah, qu'est-ce qui va la faire monter la dette ? Et deuxièmement, quel est son rendement ? S'il y a plus de rendement et plus d'espoir de plus-value sur la dette, il n'y a aucune raison de la détenir. Je peux vous tenir exactement le même raisonnement sur les actions. Les résultats baissent. On le voit bien, là, ceux qui sortent aux États-Unis, les résultats sont en baisse. Alors, vous me direz, c'est parce que c'est le dollar, etc. On s'y attendait, c'était prévu, c'était inévitable. Les bénéfices sont en repli. Mais ils sont aussi en repli reconvertis en devises locales. Si vous retirez l'effet dollar des résultats rapatriés en Europe par les firmes qui travaillent en euros, vous apercevez que les bénéfices, ils sont aussi soit stagnants, soit en train de se contracter. Ils ne sont sauvés que par l'effet dollar. Donc moi, si je détiens une action et que je vois que les bénéfices baissent et que les dividendes vont baisser à terme, pourquoi je la détiendrai ? Je ne la détiens aujourd'hui que parce que la Banque centrale du Japon, par exemple, s'engage à acheter 50 milliards d'actions par mois. C'est clair. Et je vois qu'il y a encore plusieurs questions, il faut peut-être les grouper, car nous avons plus de 3 minutes. Oui, j'ai une remarque à faire pour l'auditeur de Radio Courtoisie qui envoie une question au sujet de l'or. Je ne peux pas transmettre cette question qui fait une page entière, je la donnerai à Monsieur Béchade qui verra s'il doit répondre. Parce que je ne peux pas lire une question. Il reste 3 minutes là. Oui, et je vais résumer 3 questions d'auditrices, toutes les 3 d'ailleurs. La première nous dit, nos gouvernements obligent les entreprises et les particuliers à s'endetter en créant de nouveaux impôts et de nouvelles charges, et donc en pratiquant la banque fantôme ou supprime dont vous avez parlé au début. L'autre dit... que pensez-vous, ah oui c'est plus direct ça, que pensez-vous de la politique monétaire préconisée par le journal canadien Vers Demain ? Et les deux vous félicitent pour l'émission. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé de ne pas avoir sous les yeux le programme de Vers Demain, et surtout que M. Trudeau vient d'être élu hier. Voilà, donc... j'imagine qu'au Canada, on réfléchit aussi à des modèles, on va dire, alternatifs.
pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on a dit, pour l'instant, il n'y aura pas d'alternative au dollar, ou alors s'il y a une alternative, elle contiendra le dollar. Voilà, ça c'est fondamental. C'est fondamental. La deuxième chose, c'est que Russie et Chine veulent envoyer paître SWIFT, etc., c'est-à-dire l'obligation de faire des transactions en dollars. Ils veulent créer leur propre chambre de compensation pour commercer en yuan rouble. Oui. Mais ça met du temps à être mis en place. C'est ça. Et je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que depuis que ce projet d'alternative à SWIFT a été évoqué, j'ai l'impression que la Russie et la Chine connaissent des problèmes. Voilà. Et problèmes géopolitiques, puisqu'il y a interférence entre l'économie et la géopolitique. Eh bien, cher Philippe Béchade, je vous remercie pour ces démonstrations extrêmement pédagogiques qui s'inscrivent tout à fait dans la perspective de vos publications. Vous êtes chef de la chronique Agora et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc l'on peut aller consulter sur Internet, s'abonner, j'imagine, etc. Et vous êtes président des Éconoclastes. Et vous êtes donc ce qu'on pourrait appeler un analyste financier, en fait. C'est comme ça qu'on peut définir votre activité. Donc je fais effectivement, et je ne suis pas le seul, je me nourris aussi de la réflexion des autres éconoclastes. Donc effectivement, on analyse ce qui se passe dans l'économie, mais de façon extrêmement concrète et par opposition à une réflexion qui serait théorique et qui peut valoir à certains un prix Nobel d'économie. Je vous rappelle que le dernier prix Nobel, j'étais soufflé quand même, c'est que il y a quelqu'un qui a réussi à mettre en évidence qu'il y avait un rapport entre les salaires et la consommation. Oui. Compte, hein. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vous remercie, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée.